Entre les galaxies que vous avez vues sur chaque photographie, entre chaque amas et superamas jamais cartographiés par les astronomes, se trouve quelque chose de bien plus vaste que tout cela réuni. Ce n'est pas un mur de galaxies, ce n'est pas un superamas s'étirant sur des milliards d'années-lumière. C'est presque rien. Une région de l'espace si prodigieusement vaste et si profondément vide qu'elle écrase toutes les structures que l'univers ait jamais construites. Les scientifiques l'appellent un vide cosmique. Le plus grand jamais découvert s'étend sur près de 2 milliards d'années-lumière. Une région de l'espace, où une galaxie sur 5 parmi celles qui devraient exister est tout simplement absente. Ce qui le rend terrifiant, ce n'est pas ce qui se cache à l'intérieur. C'est ce que ce vide révèle sur l'univers lui-même. La majeure partie de l'univers manque à l'appel. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons supposé que l'univers était plus ou moins uniformément rempli d'étoiles et de galaxies. Cela semblait raisonnable. Pointez un télescope dans n'importe quelle direction et vous trouverez quelque chose qui brille vers vous. Le ciel nocturne semblait encombré, parsemé de matière saupoudrée dans toutes les directions aussi loin que les instruments pouvaient voir. Les astronomes ont passé des siècles à cataloguer cette abondance apparente, à compter les nébuleuses, à cartographier les champs d'étoiles, à classer les galaxies selon leur forme. Ils construisaient l'image d'un cosmos qui semblait, à ses plus grandes échelles, satisfaisamment uniforme. Les galaxies étaient partout, et partout avaient à peu près la même apparence si l'on zoomait suffisamment. Cette hypothèse était si profondément ancrée dans la cosmologie moderne qu'elle a reçu un nom formel, le principe cosmologique. L'univers, vu à des échelles suffisamment grandes, devrait être homogène, identique en chaque lieu, et isotrope, identique dans chaque direction. C'était élégant, mathématiquement commode, et semblait correspondre à chaque observation disponible. Puis, à la fin des années 1970, cette image a été mise en pièces. L'effondrement a commencé avec une ambition trompeusement simple. Les astronomes voulaient construire une carte tridimensionnelle de l'univers. Chaque relevé céleste qu'ils avaient réalisé jusqu'alors était essentiellement plat. On pouvait dire où une galaxie apparaissait dans le ciel, ses coordonnées projetées sur la voûte au-dessus de la Terre. Mais on ne pouvait pas dire à quelle distance elle se trouvait réellement. Deux galaxies côte à côte sur une photographie pouvaient être séparées par des milliards d'années-lumière dans l'espace réel, l'une relativement proche et l'autre à une distance stupéfiante. Sans la troisième dimension, sans la profondeur, les astronomes essayaient de comprendre une structure tridimensionnelle à partir d'une image bidimensionnelle. C'était comme essayer de cartographier une chaîne de montagnes, en utilisant uniquement son ombre sur le fond de la vallée. On pouvait voir qu'il existait quelque chose de grand, mais on ne pouvait pas dire si deux sommets étaient voisins ou séparés par des kilomètres, dans la direction qu'on ne pouvait pas mesurer. L'outil qui a finalement résolu ce problème était le décalage vers le rouge. Lorsque l'univers se dilate, il étire le tissu de l'espace et la lumière qui voyage à travers ce tissu en expansion est étirée avec lui. Les longueurs d'onde s'allongent, se décalant vers l'extrémité rouge du spectre. Plus une galaxie est éloignée de la Terre, plus l'espace intermédiaire s'est dilaté depuis que cette lumière a été émise, et plus sa lumière est décalée vers le rouge. En mesurant le degré précis de décalage vers le rouge dans le spectre d'une galaxie, les astronomes pouvaient calculer sa distance. Cette technique n'était pas nouvelle. Edwin Hubble l'avait utilisée des décennies auparavant pour établir que l'univers était en expansion. Mais l'appliquer systématiquement à des milliers, puis à des dizaines de milliers de galaxies dans le cadre d'un relevé coordonné était un projet d'une toute autre envergure. En 1978, deux équipes travaillant indépendamment ont commencé à publier leurs premiers résultats, et toutes deux ont trouvé quelque chose qui défiait les attentes. Stephen Gregory et Laird Thompson ont cartographié une tranche du ciel en direction de l'amas de galaxies de la chevelure de Bérénice, en traçant les positions tridimensionnelles de galaxies sur des centaines de millions d'années-lumière. La distribution n'était pas lisse, elle n'était même pas proche de l'être. Les galaxies se regroupaient le long de chaînes allongées et se concentraient
à certaines distances, laissant d'énormes lacunes entre elles. Des régions de plusieurs dizaines de millions d'années-lumière semblaient ne contenir presque rien. Là où les modèles prédisaient une dispersion relativement uniforme des galaxies, comme des grains de riz éparpillés sur une table, les données montraient quelque chose de radicalement différent. Les galaxies s'organisaient le long de structures étroites, séparées par des vides béants. Presque au même moment, les astronomes Mara Joever et Jan Einasto de l'Observatoire de Tartu en Estonie arrivaient à des conclusions étonnamment similaires à partir d'une autre portion du ciel. En 1978, ils ont annoncé que l'univers avait une structure cellulaire, les galaxies étant disposées le long des parois d'énormes cellules qui enfermaient de vastes intérieurs largement vides. L'affirmation était radicale. Le modèle dominant supposait que la matière se distribuait de façon aléatoire et lisse à grande échelle. Une hypothèse fondamentale inscrite dans les équations gouvernant la physique cosmologique. L'idée que l'univers était organisé en parois et en trous sonnait presque comme une architecture, comme si le cosmos avait été construit selon un plan caché. La confirmation est venue rapidement. Tout au long du début des années 1980, des relevés de décalage vers le rouge plus importants ont commencé à cartographier l'espace plus profondément, et chacun d'eux a trouvé le même schéma troublant. Les galaxies n'étaient pas dispersées uniformément à travers le cosmos. Elles formaient des réseaux complexes de filaments et de parois qui enfermaient d'immenses régions vides en forme de bulles. Margaret Geller et John Huchra, au Centre Harvard-Smithsonian d'astrophysique, ont produit l'une des visualisations les plus célèbres de l'histoire de l'astronomie avec leur relevé de décalage vers le rouge, une tranche du cosmos qui révélait des galaxies enfilées sur de minces arcs et des parois entourant des bulles vides bien visibles. L'univers ressemblait moins à un océan lisse qu'à une éponge, un immense treillis tridimensionnel de matière entourant des poches de presque rien. La démonstration la plus spectaculaire est venue en 1981. Robert Kirchner, Augustus Hummler, Paul Schechter et Stephen Schechtman effectuaient un relevé de décalage vers le rouge de galaxies dans la constellation du Bouvier quand ils ont trébuché sur quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Dans un volume d'espace d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre, ils n'ont trouvé que moins de 60 galaxies. 60. Pour apprécier à quel point ce déficit est extrême, il faut comprendre ce que ce même volume devrait contenir. Une région typique de cette taille dans l'univers observable, sur la base de la densité moyenne des galaxies mesurées à travers des milliards d'années-lumière d'espace scruté, devrait contenir plusieurs milliers de galaxies. Le vide du Bouvier n'était pas simplement un peu clairsemé. C'était un désert, une immense sphère d'espace cosmique presque entièrement dépourvue de galaxies. Si notre propre groupe local de galaxies existait au centre du vide du Bouvier, l'amas de galaxies le plus proche se trouverait si loin qu'il enregistrerait à peine, même dans nos télescopes les plus puissants. Le ciel nocturne, privé de presque toutes les galaxies extérieures, semblerait profondément solitaire. La découverte a fait la une des journaux et créé une tension immédiate au sein de la communauté cosmologique. Un vide d'une telle ampleur était difficile à concilier avec le modèle standard de la formation des structures. Dans l'image dominante, l'univers a commencé dans un état presque parfaitement uniforme après le Big Bang, avec de minuscules fluctuations de densité semées par des processus quantiques durant la première fraction de seconde. Ces fluctuations étaient extraordinairement petites, des variations d'environ une partie sur 100 000 par rapport à la densité moyenne. Pourtant, sur des milliards d'années, la gravité a amplifié ces fluctuations. Les régions contenant un peu plus de matière que la moyenne attiraient encore plus de matière de leur environnement, devenant progressivement plus denses. Les régions avec un peu moins de matière perdaient le peu qu'elles avaient au profit de leurs voisines plus denses, devenant plus vides. Ce processus, appelé instabilité gravitationnelle, était bien compris mathématiquement. Produire un vide aussi énorme que celui du Bouvier exigeait des conditions initiales statistiquement inhabituelles. Certains cosmologistes
ont soutenu que le vide du Bouvier était simplement un événement rare, une valeur aberrante, statistique, siégeant à l'extrémité de la distribution de probabilité. Improbable, mais pas impossible. D'autres soupçonnaient que cela signalait quelque chose de plus profond. Un indice que la formation des structures était plus vigoureuse et plus extrême que les modèles existants ne le prédisaient. Comprendre ce qu'est réellement un vide cosmique exige cependant de dissiper une idée reçue courante. Un vide n'est pas un trou percé dans l'espace. Ce n'est pas une région dont la matière a été retirée, ou détruite, ou n'a jamais existé. Ce n'est pas l'absence de tout. Un vide cosmique est une région où la densité de matière, c'est-à-dire les galaxies, le gaz et l'échafaudage invisible de matière noire, tombe bien en dessous de la moyenne cosmique. L'univers a une densité moyenne, un nombre calculé à partir de la quantité totale de matière répartie uniformément dans le volume total de l'espace observable. Les vides tombent en dessous de cette moyenne, contenant généralement seulement 10 à 20% de la matière que l'on trouverait dans une région de taille comparable. Cela signifie que les vides ne sont pas vraiment vides. Des galaxies existent encore à l'intérieur, clairsemées dans l'obscurité, comme des fermes isolées sur une immense plaine. Des étoiles brillent encore. Du gaz dérive encore en lambeaux ténus trop diffus pour se contracter. La matière noire imprègne encore le volume, formant un réseau fantomatique de masse invisible qui se connecte aux structures plus denses à l'extérieur. Mais la matière est si rare, si étalée sur de si colossales distances, que les forces gravitationnelles qui construisent des structures ailleurs ne peuvent tout simplement pas opérer efficacement à l'intérieur d'un vide. À l'intérieur d'un vide, la gravité perd ce combat de façon décisive. Il n'y a tout simplement pas assez de masse pour générer une attraction gravitationnelle significative sur de tels volumes énormes. La force dominante devient l'énergie noire, la pression mystérieuse qui entraîne l'expansion accélérée de l'univers. Dans les régions denses, la gravité combat l'énergie noire jusqu'à l'arrêter, voire gagner, maintenant les structures ensemble contre la poussée vers l'extérieur. À l'intérieur des vides, l'énergie noire gagne haut la main. Et quand l'énergie noire gagne, l'espace se dilate plus vite. Le vide grandit. Cela crée une boucle de rétroaction qui façonne l'évolution de l'ensemble du cosmos. Lorsqu'un vide se dilate, il devient encore moins dense parce que la même quantité rare de matière occupe maintenant un volume plus grand. Moins de densité signifie encore moins de gravité. Moins de gravité signifie encore moins de résistance à l'expansion. Le vide grandit plus vite, devient plus vide, et accélère sa propre croissance dans un cycle qui s'auto-renforce. Entre-temps, la matière qui occupait autrefois le vide en expansion est repoussée vers l'extérieur, balayée vers les limites où le vide rencontre les filaments et les parois environnants. Les régions denses deviennent plus denses à mesure que cette matière expulsée s'accumule le long des bords. Les régions vides deviennent plus vides à mesure que la matière s'écoule. Sur des milliards d'années, ce cycle a sculpté l'univers dans l'architecture que nous observons aujourd'hui. Un réseau de matière enclosant des bulles de quasi-vide qui grandissent régulièrement et deviennent plus extrêmes avec le temps cosmique. Après le vide du Bouvier, les découvertes se sont accélérées. La technologie s'est considérablement améliorée à chaque décennie suivante. Le relevé de décalage vers le rouge à 2 degrés de champ de la fin des années 1990 a cartographié plus de 230 000 galaxies dans le ciel austral. Puis est venu le Sloan Digital Sky Survey, qui a commencé ses observations en l'an 2000 et a finalement tracé les positions et les distances de millions de galaxies à travers des milliards d'années-lumière de profondeur cosmique. Chaque relevé successif a révélé une nouvelle couche de structure, et à chaque fois le même schéma inimitable est apparu. Des filaments filés à travers l'espace, comme les brins d'une immense toile. Des parois de galaxies s'étirant sur des centaines de millions d'années-lumière en minces feuillets. Des amas denses brillantes aux intersections où plusieurs filaments convergent. Et entre toutes ces structures lumineuses, remplissant les vastes volumes intermédiaires,
les vides. Les cartes produites par le Sloan Digital Sky Survey sont parmi les plus époustouflantes jamais assemblées. Quand on regarde une de ces cartes, la première chose qui frappe n'est pas les galaxies. Ce sont les lacunes. Des points brillants représentant des galaxies individuelles se regroupent le long de fils sinueux, formant un treillis semblable à une toile s'étendant dans toutes les directions sur des milliards d'années-lumière. Mais entre ces fils se trouvent d'énormes bulles sombres où presque aucune galaxie n'existe. Certaines de ces bulles ont plusieurs centaines de millions d'années-lumière de diamètre. L'impression est immédiate et indubitable. L'univers a la texture de la mousse. Les scientifiques ont formalisé cette architecture sous le nom de toile cosmique. C'est la plus grande structure connue dans la nature. Elle s'étend à travers tout l'univers observable et organise toute la matière visible en 4 composantes distinctes. La première composante est constituée par les nœuds. Ce sont les régions les plus denses, les intersections où convergent plusieurs filaments. Les amas de galaxies se forment à ces carrefours, entassant des centaines ou des milliers de galaxies dans des volumes relativement compacts. La deuxième composante est constituée par les filaments. Ce sont les fils de la toile, des chaînes allongées de groupes de galaxies s'étirant sur des centaines de millions d'années-lumière entre les nœuds. Les filaments acheminent la matière des régions moins denses vers les amas denses à leurs extrémités. La troisième composante est constituée par les parois, également appelées feuillets. Ce sont de larges concentrations plates de galaxies qui se forment là où les filaments se rejoignent le long de surfaces bidimensionnelles. La Grande Muraille de Sloan, identifiée en 2003, s'étend sur environ 1,4 milliard d'années-lumière. Et puis, il y a la quatrième composante, celle qui occupe plus d'espace que les 3 autres réunies, les vides. Les vides ne sont pas de simples lacunes dans la toile cosmique. Ils en sont la caractéristique déterminante. Considérez ce qui occupe le plus de volume dans une éponge. Ce n'est pas le matériau solide formant les parois et les canaux. C'est l'espace ouvert remplissant les pores. Le même principe s'applique aux échelles cosmiques. Des décennies de travail de relevé et d'analyse statistique sophistiquée ont abouti à un chiffre qui devrait modifier définitivement la façon dont vous imaginez le cosmos. Les vides occupent environ 80 à 90% du volume total de l'univers observable. Les filaments, les parois, les amas et les superamas qui contiennent l'écrasante majorité des galaxies, des étoiles, du gaz et de la poussière sont tous entassés dans les 10 à 20% restants. L'univers n'est pas une mer de galaxies, avec des lacunes occasionnelles entre elles. C'est une vaste étendue d'espace sous-dense, avec de minces fils de matière tissés clairsemés à travers elles. Cela change ce que vous devriez voir quand vous imaginez le cosmos à sa plus grande échelle. Chaque photographie de l'espace profond, chaque image de champ ultra profond de Hubble, bondée de milliers de galaxies remontant jusqu'au bord du temps observable, toutes ces images capturent la mince minorité de l'univers où la matière a eu la chance de se concentrer. Elles vous montrent les fils et les nœuds de la toile cosmique, les endroits animés et fréquentés où les galaxies se sont formées et ont évolué. Mais l'écrasante majorité du volume cosmique se trouve entre ces images, dans les régions entre les filaments, dans les immenses intérieurs sombres des bulles. Si vous pouviez colorier une carte cosmique de façon à ce que les régions vides apparaissent dans une couleur et les structures de matière dans une autre, la carte serait dominée par le vide. Les filaments ressembleraient à de minces rayures sur une toile autrement sans caractéristiques. Cartographier les vides avec précision nécessite d'immenses ensembles de données et une analyse statistique soigneuse. Les scientifiques identifient les vides en comparant la distribution observée des galaxies à la densité moyenne attendue. Ils divisent les volumes scrutés en cellules, comptent les galaxies dans chaque cellule et cherchent des régions contiguës où le nombre tombe significativement en dessous de la moyenne cosmique. Les tailles des vides cosmiques couvrent une large gamme. Les petits vides mesurent environ 50 à 150 millions d'années-lumière de diamètre.
Ce sont les plus courants. Les vides moyens s'étendent sur 300 à 1000 millions d'années-lumière. Ce sont les blocs de construction standard de la mousse cosmique. Puis il y a les supervides, des régions sous-denses dépassant 1500 millions d'années-lumière de diamètre. Les supervides sont plus rares et plus difficiles à reproduire pour les modèles cosmologiques standards. Les simulations informatiques sont devenues des outils indispensables pour comprendre la formation des vides. Les scientifiques construisent des univers virtuels à l'intérieur de supercalculateurs, les ensemençant avec les mêmes conditions initiales déduites des observations précises du fond diffus cosmologique, puis font avancer l'horloge gravitationnelle. Pendant des milliards d'années simulées, ces simulations produisent de façon fiable des toiles cosmiques qui correspondent à la réalité de manière remarquable, avec des filaments, des amas et des vides disposés selon des schémas reflétant fidèlement les données réelles des relevés. Les simulations ont également révélé quelque chose de troublant. Alors que le modèle standard reproduit avec succès la population typique de vides, il peine avec les plus grands et les plus profonds. Les plus grands supervides trouvés dans les relevés réels du ciel semblent exister à des tailles et des profondeurs que les simulations ne génèrent que rarement. Soit les simulations manquent un élément de la physique, soit les observations contiennent des biais systématiques qui surestiment les propriétés des vides, soit les conditions initiales de l'univers ont permis des structures plus extrêmes que ce que le modèle standard accommode facilement. Cette tension entre théorie et observation est devenue l'une des énigmes déterminantes dans l'étude de la structure à grande échelle du cosmos. Cette énigme s'est intensifiée au-delà de tout ce que les astronomes auraient pu anticiper lorsqu'ils ont découvert l'ampleur du plus grand vide possible. Le vide du Bouvier faisait 330 millions d'années-lumière de diamètre et était considéré comme extraordinaire, une anomalie statistique poussant les limites de la théorie standard de formation des structures. Les relevés ultérieurs ont trouvé d'autres grands vides éparpillés dans le cosmos, certains dépassant 500 millions d'années-lumière de diamètre. Chaque découverte soulevait la même question persistante. Était-ce le plus grand ou quelque chose de bien plus vaste attendait-il dans les données, trop vaste et trop diffus pour que les relevés précédents puissent le résoudre? La réponse, quand elle a finalement émergé, n'était pas simplement plus grande. Elle était si énorme qu'elle a redéfini ce que les astronomes croyaient qu'une seule structure cosmique pouvait être. Un vide si vaste que le vide du Bouvier pourrait y tenir des milliers de fois sans faire de différence mesurable à son vide. Un vide si immense que des superamas entiers, contenant chacun des centaines de milliers de galaxies, résident à l'intérieur de ses limites. Et pourtant, la région s'enregistre encore comme profondément sous-dense par rapport à la moyenne cosmique. Et la partie la plus troublante de cette découverte n'était pas son échelle. C'était là où le vide s'avérait se trouver, et ce que cet endroit signifiait pour chaque mesure que l'humanité a jamais faite sur le cosmos. Ce qui rend le plus grand vide si profondément inquiétant n'est pas ce qui existe à l'intérieur, c'est combien de l'univers il occupe, et comment il nous force à confronter la possibilité que le cosmos soit façonné non pas par la matière que nous pouvons voir, mais par les vastes régions où cette matière est absente. Après le vide du Bouvier, les astronomes ont commencé à en chercher d'autres. Ils n'avaient pas à chercher très loin. Chaque nouveau relevé de décalage vers le rouge qui cartographiait un volume plus grand du cosmos révélait plus de vides. Mais les vides vraiment énormes, ceux qui allaient finalement forcer une crise dans la cosmologie théorique, ne se sont pas annoncés à travers les relevés de galaxies du tout. Ils se sont annoncés à travers une lumière ancienne. Le fond diffus cosmologique est la lumière la plus ancienne de l'univers. Elle a été émise environ 380 000 ans après le Big Bang, au moment où le plasma primordial s'est refroidi suffisamment pour que les protons et les électrons se combinent pour la première fois en atomes d'hydrogène neutres. Avant ce moment, l'univers était opaque. Les photons rebondissaient sans cesse entre les particules chargées, incapables de parcourir une distance significative. Quand les atomes se sont formés,
les photons ont été soudainement libres. Ils se sont propagés vers l'extérieur dans toutes les directions et voyagent à travers le cosmos depuis lors, se refroidissant au fur et à mesure que l'espace se dilate. Leur longueur d'onde s'étirant de l'éclat brûlant d'un plasma à 3000 degrés jusqu'au faible bourdonnement micro-ondes que nous détectons aujourd'hui à une température d'environ 2,7 Kelvin, à peine au-dessus du zéro absolu. Cette radiation relique remplit tout l'univers observable. Elle arrive de toutes les directions dans le ciel et sa température est remarquablement uniforme. Mais cette uniformité n'est pas parfaite. De minuscules variations existent, généralement seulement quelques millionièmes de degrés plus chaudes ou plus froides que la moyenne. Ces différences de température minuscules encodent les fluctuations de densité qui existaient dans l'univers primitif, les graines que la gravité a ensuite amplifiées en la toile cosmique de filaments et de vide. Des satellites comme le COBE, le WMAP et le Planck ont créé ce qui équivaut à une photo de bébé de l'univers, une image instantanée des conditions quand le cosmos avait moins d'1% de son âge actuel. En 2004, le WMAP a produit la carte de température la plus détaillée du ciel entier disponible à l'époque. Quand les scientifiques ont examiné cette carte, ils ont remarqué quelque chose de particulier. Dans la direction de la constellation australe de l'Éridan, il y avait une tache froide inhabituelle. Elle faisait environ 5 à 10 degrés de diamètre dans le ciel et était environ 70 millionièmes de degrés plus froide que la température environnante du fond diffus cosmologique. Cela semble infinitésimalement petit. Mais dans le contexte du fond diffus cosmologique, où les fluctuations de température typiques ne mesurent qu'environ 18 millionièmes de degrés, cette tache froide était frappante. Elle était significativement plus froide et substantiellement plus grande que ce que les modèles statistiques standards de l'univers primitif prédisaient facilement. Les scientifiques ont calculé qu'une tache aussi froide et aussi grande ne devrait se produire que dans environ 1 à 2% des univers générés aléatoirement sur la base du modèle cosmologique standard. Ce n'était pas impossible, mais c'était suffisamment rare pour exiger une investigation soigneuse. L'explication la plus ancrée physiquement est venue d'une direction entièrement différente. Et si la tache froide n'était pas du tout un vestige de l'univers primitif? Et si quelque chose entre nous et le fond diffus cosmologique causait la chute de température? Cette chose s'est avérée être un énorme vide. Quand la lumière du fond diffus cosmologique traverse l'univers, sur son chemin vers nos détecteurs, elle ne parvient pas intacte et intouchée. Elle doit passer à travers 13,8 milliards d'années de structure cosmique, à travers chaque filament, amas, paroi et vide qui se trouve sur la ligne de visée entre la surface de la dernière diffusion et nos instruments. Chacune de ces structures laisse une marque subtile sur les photons qui passent. Cette interaction produit un effet appelé l'effet Sachs-Wolfe intégré, du nom des physiciens Rainer Sachs et Arthur Wolfe, qui l'ont prédit en 1967. Le mot intégré fait référence au fait que l'effet s'accumule sur l'intégralité du chemin que le photon parcourt à travers une structure donnée. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'un photon entre dans un puits de potentiel gravitationnel, comme la légère dépression dans l'espace-temps créée par une concentration de matière, il gagne de l'énergie. Il se décale vers le bleu légèrement. Quand il sort du puits, il perd de l'énergie, se décalant vers le rouge en remontant. Dans un univers statique, ces deux effets s'annuleraient parfaitement. Le photon émergerait avec exactement la même énergie qu'avant d'entrer. Mais l'univers n'est pas statique, il est en expansion. Et cette expansion s'accélère en raison de l'énergie noire. Pendant le temps que le photon passe à traverser le puits gravitationnel, le puits lui-même change. Dans un vide où l'énergie noire domine et où la gravité est faible, le vide se dilate pendant que le photon le traverse. Le puits gravitationnel devient moins profond. Le photon perd plus d'énergie en remontant hors du puits désormais moins profond qu'il n'en a gagné en tombant. Il arrive à nos détecteurs avec légèrement moins d'énergie qu'il n'en aurait eu si le vide n'était pas là. Moins d'énergie signifie une plus longue longueur d'onde.
Une plus longue longueur d'onde signifie une température plus basse. Le photon s'enregistre comme plus froid. Pour les petits vides, cet effet est négligeable. Mais pour un vide exceptionnellement grand s'étendant sur des centaines de millions ou même des milliards d'années-lumière, l'effet cumulatif devient détectable. En 2007, une équipe a utilisé des données de relevés radio pour chercher une sous-densité dans la direction de la tache froide. Elle a trouvé des preuves suggestives d'un grand vide à une distance d'environ 6 à 10 milliards d'années-lumière. Mais les données étaient bruyantes et la détection a été vigoureusement débattue pendant des années. C'est seulement quand de nouveaux relevés de galaxies ont sondé cette région du ciel avec plus de profondeur et de meilleures statistiques qu'une image plus claire a émergé. Une sous-densité substantielle apparaît dans la direction générale de la tache froide de l'Éridan, un supervide d'environ 1,8 milliard d'années-lumière de diamètre, avec un déficit de densité d'environ 20 à 30% en dessous de la moyenne cosmique. Que ce vide soit uniquement responsable de l'intégralité de l'anomalie de température de la tache froide reste une question ouverte. Des calculs suggèrent que l'effet Sachs-Wolf intégré d'un vide de cette taille et de cette profondeur peut expliquer peut-être la moitié du déficit de température observé. La reste peut être une fluctuation primordiale réelle de l'univers primitif, qui se trouve s'aligner avec le vide le long de la même ligne de visée. La combinaison des deux effets, un vide réel au premier plan et une fluctuation froide coïncidentelle en arrière-plan, peut ensemble expliquer l'anomalie. Quel que soit le débat sur la tache froide, le supervide de l'Éridan lui-même est devenu l'une des plus grandes structures connues de tout type. À environ 1,8 milliard d'années-lumière de diamètre, il éclipsait tout ce qui avait été précédemment catalogué dans la catégorie des vides. Le vide du Bouvier à 330 millions d'années-lumière tiendrait dans un petit coin de celui-ci, une modeste sous-densité nichée dans une bien plus grande vacuité. Le supervide de l'Éridan démontrait de manière concluante que le cosmos pouvait produire des régions sous-denses à des échelles qui mettaient à rude épreuve même les attentes théoriques les plus généreuses. Mais le supervide de l'Éridan n'était pas la fin de l'histoire. C'était en quelque sorte le prologue. En 2013, 3 astronomes ont publié un article qui allait silencieusement faire exploser l'une des découvertes les plus significatives de la cosmologie moderne. Ryan Keenan, Amy Barger et Lennox Cowie ne cherchaient pas initialement un vide. Ils étudiaient la distribution des galaxies dans l'univers local, cartographiant la façon dont la densité numérique des galaxies variait avec la distance depuis la Terre à travers plusieurs relevés indépendants. Leur approche était soigneuse, méthodique et délibérément conservatrice. Ils ont compilé des données provenant de plusieurs grands catalogues de galaxies couvrant différentes bandes de longueur d'onde. Ce qu'ils ont trouvé était un schéma si cohérent et si grand qu'il a fallu du temps pour le saisir pleinement. Dans chaque direction qu'ils regardaient, jusqu'à des distances d'environ 1 milliard d'années-lumière depuis la Terre, le nombre de galaxies tombait en dessous de la moyenne cosmique attendue. Pas d'une quantité triviale, pas d'une marge qui pourrait être rejetée comme une incomplétude du relevé ou un bruit statistique. Le déficit était d'environ 20%. Partout autour de nous, dans chaque direction. Sur 1 milliard d'années-lumière vers l'extérieur, une galaxie sur 5 qui devrait exister selon la moyenne cosmique était tout simplement absente. Le déficit apparaissait dans chaque relevé indépendamment. Il apparaissait dans les données infrarouges et dans les données optiques. Il apparaissait que l'équipe utilise des estimations photométriques ou des mesures spectroscopiques. Le schéma formait une sphère, une bulle colossale sous-dense, centrée approximativement sur notre position dans l'univers, s'étendant vers l'extérieur sur environ 1 milliard d'années-lumière de rayon, ce qui fait de la structure entière environ 2 milliards d'années-lumière de diamètre. L'équipe l'a nommé le vide KBC, en utilisant leurs initiales, et il est immédiatement devenu le plus grand vide cosmique confirmé jamais observé. Le vide KBC n'est pas facile à comprendre. 2 milliards d'années-lumière n'est pas un nombre que l'esprit humain peut traiter comme une distance.
C'est un nombre qui nécessite un échafaudage pour même s'en approcher. Considérez d'abord que la lumière, la chose la plus rapide dans l'univers, voyage à environ 300 000 km par seconde. En une seule année, la lumière couvre environ 9 500 milliards de kilomètres. Multipliez cela par 2 milliards. Mais ces chiffres restent abstraits. Alors, essayons une approche différente. La Voie lactée, notre galaxie, fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. Elle est énorme selon tout standard humain. Il faut 100 000 ans à la lumière pour la traverser, une durée qui englobe plusieurs fois l'intégralité de l'existence humaine moderne. Maintenant, considérez ce qu'il faudrait pour aligner des galaxies de la Voie lactée côte à côte pour couvrir le vide KBC. Il vous en faudrait 20 000, disposées côte à côte en rangées, chacune une spirale contenant des centaines de milliards d'étoiles pour s'étirer d'un côté de ce vide à l'autre. 20 000 galaxies de largeur. C'est le vide dans lequel nous nous asseyons. Ou considérez-le du point de vue de la galaxie la plus proche. Andromède se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Voie lactée. C'est l'objet le plus éloigné que la plupart des humains puissent voir à l'œil nu. Une faible tache de lumière visible par les nuits claires d'automne. Vous pourriez y placer environ 800 de ces distances, 800 trajets de la Voie lactée à Andromède disposés bout à l'intérieur du vide KBC. C'est la taille de cette structure. 800 distances d'Andromède. Et presque aucune de ces distances ne contient quoi que ce soit de proche de la quantité attendue de matière. L'existence du vide KBC a immédiatement soulevé une question inconfortable. Si ce vide est si grand, pourquoi a-t-il fallu attendre 2013 pour le trouver? La réponse réside dans l'une des difficultés les plus fondamentales de l'astronomie observationnelle. Nous sommes à l'intérieur du vide. Détecter une structure dans laquelle vous êtes enchâssé est extraordinairement difficile parce que vous n'avez pas de point de référence externe à partir duquel voir l'ensemble. C'est comme essayer de déterminer la taille d'une vallée en se tenant à son fond. Vous pouvez voir les pentes qui s'élèvent autour de vous, mais vous ne pouvez pas facilement dire où la vallée se termine et où la prochaine crête commence sans en sortir d'abord. Les astronomes ont dû déduire l'existence du vide, non pas en le voyant de l'extérieur, mais en comptant les galaxies à des distances progressivement plus grandes, et en remarquant que les comptes étaient systématiquement trop bas par rapport à la moyenne cosmique. Le vide s'est révélé non pas comme une absence visible sur une carte, mais comme un déficit statistique persistant qui apparaissait dans relevé après relevé. De multiples analyses indépendantes ont depuis confirmé l'existence du vide KBC. Différentes équipes de recherche utilisant différents catalogues de galaxies, différentes méthodologies de relevé et différentes portions du ciel ont toutes trouvé le même résultat de base. L'univers local, jusqu'à environ 1 milliard d'années-lumière dans chaque direction, est sous-dense d'environ 15 à 25%. La profondeur et l'étendue exacte varient légèrement selon le relevé utilisé et la méthode d'analyse. Mais la découverte centrale reste robuste. Nous vivons à l'intérieur d'un très grand trou dans la distribution de la matière cosmique. Les implications de cette localisation sont immenses et elles s'étendent jusqu'aux mesures les plus précises que les cosmologistes aient jamais tentées. Mais d'abord, il vaut la peine de s'arrêter pour apprécier ce que signifie le fait que des structures astronomiques familières existent dans ce vide. Notre galaxie, la Voie lactée, fait partie du groupe local, une collection d'environ 80 galaxies, dont notre grande voisine Andromède. Le groupe local est lui-même enchâssé dans le superamas de Laniakea, un bassin gravitationnel contenant environ 100 000 galaxies réparties sur 520 millions d'années-lumière. Laniakea est énorme. C'est l'une des plus grandes structures gravitationnelles cohérentes dans l'univers cartographié. Les galaxies au sein de Laniakea ne dérivent pas simplement dans la proximité. Elles s'écoulent ensemble, attirées vers un centre gravitationnel commun appelé le Grand Attracteur. Laniakea, avec ses 100 000 galaxies, ses milliers de groupes de galaxies, ses dizaines d'amas majeurs,
ces 520 millions d'années-lumière de structures gravitationnellement liées, tient à l'intérieur du vide KBC. Non pas à peine. Le vide est environ 4 fois plus large que l'Aniakea. Vous pourriez placer plusieurs superamasses de la taille de l'Aniakea côte à côte à l'intérieur du volume du vide et la région s'enregistrerait encore comme sous-dense. C'est ce qui rend le vide KBC si conceptuellement déconcertant. Il n'est pas vide de la façon dont une pièce sans meubles est vide. Il contient de vraies structures, d'énormes structures, des structures qui, par tout standard ordinaire, seraient considérées comme impressionnantes par leur densité et leur complexité. Il contient des superamasses et des amas de galaxies et des galaxies spirales et des milliers de milliards d'étoiles individuelles qui brûlent leur carburant nucléaire. Mais mesuré par rapport à la moyenne cosmique, par rapport à ce qu'un même volume d'espace ailleurs dans l'univers contiendrait, toute cette structure impressionnante est insuffisante. La matière est là, mais pas assez. Les galaxies existent, mais trop peu. Le grand livre cosmique est déséquilibré d'environ 20%, et ce déficit s'étend dans chaque direction sur 1 milliard d'années-lumière. Ce déficit de 20% en densité de matière se traduit par un déficit de 20% en attraction gravitationnelle. Moins de gravité signifie moins de résistance à l'expansion cosmique. Moins de résistance signifie que l'espace à l'intérieur du vide se dilate plus vite que l'espace dans les régions où la matière est plus proche de la moyenne cosmique. Cette différence dans le taux d'expansion n'est pas hypothétique. Elle est mesurable et elle a des conséquences qui atteignent directement les mesures les plus précises que les cosmologistes aient jamais tentées. La gravité à l'intérieur d'un vide cosmique fait quelque chose qui semble impossible. Elle pousse vers l'extérieur, non pas parce que la force de gravité s'est inversée. La gravité attire toujours la masse vers la masse, cela n'a pas changé. Mais la géométrie d'un vide crée une situation où l'effet net de la gravité sur tout ce qui se trouve à l'intérieur est une traction vers les bords et loin du centre. La raison en est simple, une fois qu'on la visualise correctement. Toute la matière, les filaments denses et les amas de galaxies et les parois de la toile cosmique se trouvent à l'extérieur du vide. À l'intérieur du vide, la matière est rare. Donc l'attraction gravitationnelle sur toute galaxie se trouvant dans le vide provient principalement des régions plus denses, au-delà de ses limites. Cette traction est dirigée vers l'extérieur, vers les parois, vers les filaments, vers partout où la matière se trouve réellement. Le résultat est un écoulement vers l'extérieur. Les galaxies à l'intérieur d'un vide n'y restent pas passivement. Elles s'accélèrent vers l'extérieur depuis le centre du vide, entraînées par le déséquilibre gravitationnel entre l'intérieur clairsemé et l'extérieur dense. Les astronomes peuvent suivre les vitesses des galaxies en utilisant une combinaison de mesures de décalage vers le rouge et d'estimations indépendantes de distance. Le décalage vers le rouge vous dit à quelle vitesse une galaxie semble s'éloigner. Mais cette vitesse de récession est un mélange de deux mouvements distincts, superposés l'un à l'autre. L'un est l'expansion de l'espace lui-même, l'étirement universel régulier du cosmos qui emporte toutes les galaxies les unes des autres à un taux proportionnel à leur séparation. C'est ce qu'on appelle le flot de Hubble. L'autre est la vitesse propre de la galaxie, son mouvement réel à travers l'espace local causé par les forces gravitationnelles des structures voisines. À l'intérieur d'un vide, les vitesses propres pointent toutes dans la même direction, vers l'extérieur. Chaque galaxie à l'intérieur du vide ressent le même déséquilibre gravitationnel, l'attirant vers les régions plus denses, au-delà du bord du vide. Cela crée un écoulement vers l'extérieur cohérent et systématique qui ajoute de la vitesse en plus de l'expansion cosmique. Quand les astronomes mesurent le décalage vers le rouge d'une galaxie à l'intérieur du vide, ils voient l'expansion cosmique réelle, plus la vitesse d'écoulement empilée dessus. La galaxie semble s'éloigner plus vite qu'elle ne le fait réellement en raison de l'expansion seule. La Voie lactée participe à cet écoulement. Notre galaxie se déplace loin du centre du vide local voisin à environ 1 million de kilomètres par heure. Cette vitesse n'est pas causée par l'expansion de l'espace.
C'est une vitesse propre, entièrement entraînée par le déficit gravitationnel du vide. Les structures plus denses au-delà du vide, y compris l'amas de la Vierge, et le flux plus large de l'Aniakea vers le grand attracteur, nous tirent vers l'extérieur. L'écoulement du vide, KBC, opère à une échelle bien plus grande. Des galaxies à des centaines de millions d'années-lumière de notre position montrent le même schéma. Elles se déplacent vers l'extérieur depuis le centre du vide plus vite que ce que l'expansion cosmique seule prédit. Les mesures de ces flux globaux, des mouvements cohérents à grande échelle de galaxies sur d'énormes volumes, dépassent constamment les prédictions des modèles cosmologiques standards qui supposent un univers lisse et uniforme. Ces flux portent l'empreinte du vide. Quand les chercheurs modélisent à quoi devrait ressembler le champ de vitesse si un vide aux dimensions et à la profondeur du vide KBC existe autour de nous, les flux prédits correspondent remarquablement bien aux flux observés. La magnitude, la direction, la façon dont la force du flux varie avec la distance depuis le centre du vide, tout cela s'aligne. Cet accord fournit certaines des preuves indépendantes les plus solides que le vide KBC est réel et qu'il façonne activement les mouvements des galaxies à travers des milliards d'années-lumière d'espace. Cela nous amène à la crise au cœur de la cosmologie moderne. La constante de Hubble est le nombre qui quantifie à quelle vitesse l'univers se dilate. Elle vous dit que pour chaque mégaparsec de distance, environ 3,26 millions d'années-lumière, l'espace se dilate à une certaine vitesse mesurée en kilomètres par seconde. Mesurez la constante de Hubble avec précision et vous connaissez le taux d'expansion de l'ensemble du cosmos. À partir du taux d'expansion, vous pouvez calculer l'âge de l'univers, la densité de l'énergie noire, la courbure de l'espace-temps et la trajectoire future de l'évolution cosmique. Presque tout en cosmologie se connecte à ce seul nombre. Et depuis des décennies, l'obtenir correctement a été l'une des ambitions centrales du domaine. Le problème est que deux méthodes indépendantes et très précises de mesure de la constante de Hubble produisent deux réponses différentes, et aucune n'est fausse. La première méthode examine l'univers ancien. Les scientifiques étudient le fond diffus cosmologique, la radiation relique de 380 000 ans après le Big Bang. Cette lumière encode des informations détaillées sur la densité, la température et le taux d'expansion du cosmos primitif. En introduisant ces données dans le modèle cosmologique standard, les chercheurs peuvent calculer ce que le taux d'expansion devrait être aujourd'hui. Le satellite Planck a effectué cette mesure avec une précision extraordinaire. La réponse, environ 67 km par seconde par mégaparsec. La deuxième méthode examine l'univers proche. Les astronomes observent des objets avec une brillance intrinsèque connue, notamment les supernovae de type 1A et les étoiles variables céphéides. Ces objets servent de règles cosmiques. Parce que les scientifiques comprennent leur véritable luminosité, ils peuvent comparer cette brillance intrinsèque à la brillance apparente vue depuis la Terre et calculer la distance. Combinez la distance avec le décalage vers le rouge et vous obtenez le taux d'expansion mesuré directement localement plutôt qu'inféré de l'univers primitif. Plusieurs équipes utilisant cette approche, notamment la collaboration SH0ES dirigée par Adam Riess, mesurent systématiquement une valeur plus élevée, environ 73 km par seconde par mégaparsec. La différence est d'environ 9%. Cela peut sembler petit, presque négligeable en termes quotidiens, mais les deux mesures portent de très petites barres d'erreur, le produit de décennies de techniques raffinées. Le désaccord a atteint ce que les statisticiens appellent la signification à 5 sigma, ce qui signifie qu'il y a moins d'une chance sur 1 million que la divergence soit due au seul hasard. En physique des particules, 5 sigma est l'étalon or pour déclarer une découverte. En cosmologie, cela signale un vrai conflit entre deux façons de comprendre le même univers. Cette divergence est appelée la tension de Hubble, et elle a consumé la cosmologie pendant plus d'une décennie. Des dizaines de solutions proposées ont été avancées. Certaines invoquent une nouvelle physique dans l'univers primitif. D'autres proposent des modifications à l'énergie noire.
D'autres encore suggèrent des erreurs systématiques cachées dans les techniques de mesure. Chaque solution proposée a été scrutinisée et la plupart ont été trouvées insuffisantes. La tension persiste. Le vide KBC offre un type d'explication différent. Il ne nécessite pas de nouvelles particules. Il ne nécessite pas de modifier la gravité ou d'inventer de nouvelles forces. Il nécessite seulement d'accepter que nous vivons dans une région atypique du cosmos et que cette localisation biaise nos mesures locales. Voici comment cela fonctionne. La mesure du fond diffus cosmologique sonde le taux d'expansion de tout l'univers moyenné sur toute l'histoire de l'évolution cosmique. C'est une mesure globale. Elle voit à travers le vide et au-delà, échantillonnant les conditions à travers tout le cosmos observable. Le nombre qu'elle produit, 67 km par seconde par mégaparsec, reflète le vrai taux d'expansion moyen de l'univers. La mesure locale, celle utilisant les supernovae et les céphéides, sonde le taux d'expansion dans notre voisinage cosmique. Et notre voisinage cosmique est l'intérieur du vide KBC. À l'intérieur du vide, le champ de vitesse d'écoulement vers l'extérieur ajoute de la vitesse de récession supplémentaire à chaque galaxie que nous observons. Les galaxies ne sont pas simplement emportées par l'expansion cosmique, elles sont également poussées vers l'extérieur par le déséquilibre gravitationnel du vide. Quand nous mesurons leur décalage vers le rouge, nous capturons les deux mouvements combinés. Le résultat est un taux d'expansion locale qui semble plus élevé que la moyenne mondiale. La magnitude de cet effet a été modélisée soigneusement. Un vide d'environ 2 milliards d'années-lumière de diamètre, avec un déficit de densité de 20%, produit un écoulement qui booste la constante de Hubble locale, apparente d'environ le montant nécessaire pour combler le fossé entre 67 et 73. La concordance n'est pas parfaite, et différentes analyses donnent des estimations légèrement différentes selon le profil du vide supposé. Mais l'ordre de grandeur est bon et la direction est bonne. Le vide fait que l'expansion locale semble plus rapide, ce qui est exactement ce que les observations montrent. Si l'hypothèse du vide est correcte, la tension de Hubble n'est pas le signe d'une physique brisée. C'est le signe d'hypothèse brisée. Nous avons supposé que notre localisation était typique. Nous avons supposé que les mesures locales reflétèrent les propriétés globales. Ces hypothèses peuvent être fausses. La conséquence est directe. Si le taux d'expansion locale est gonflé par le vide, alors les calculs qui utilisent la valeur plus élevée pour estimer l'âge de l'univers produiront un âge trop jeune. La mesure du fond diffus cosmologique donne un univers d'environ 13,8 milliards d'années. La constante de Hubble locale plus élevée, si on la prend au pied de la lettre comme un nombre mondial, ferait paraître l'univers plus proche de 12,7 milliards d'années. Cet âge plus jeune crée des conflits immédiats. Les étoiles les plus anciennes connues, trouvées dans les amas globulaires du halo de la Voie lactée, ont des âges estimés à environ 13 milliards d'années. Un univers de seulement 12,7 milliards d'années ne peut pas contenir des étoiles de 13 milliards d'années. Les nombres se heurtent. Si l'hypothèse du vide résout la tension de Hubble en attribuant la valeur locale plus élevée à l'écoulement plutôt qu'à la vraie expansion, ce paradoxe d'âge disparaît. L'univers a 13,8 milliards d'années. Les étoiles s'inscrivent confortablement dans cette chronologie. Et le désaccord apparent était un artefact de notre emplacement depuis le début. Mais le vide fait plus que biaiser les mesures d'expansion. Il modifie fondamentalement l'environnement dans lequel les galaxies se forment et évoluent. Les galaxies à l'intérieur des vides cosmiques grandissent dans l'isolement. Dans les régions denses, les galaxies mènent des vies peuplées. Elles passent souvent près de voisines. Les interactions gravitationnelles arrachent le gaz de leurs régions extérieures. Les collisions et les fusions déclenchent de violentes explosions de formation d'étoiles qui consomment rapidement le carburant disponible. Sur des milliards d'années, ces interactions transforment les galaxies. Les galaxies spirales fusionnent en galaxies elliptiques. Les galaxies formant des étoiles épuisent leur gaz et deviennent passives, rouges et silencieuses. Les galaxies de vide n'ont presque rien de tout cela.
Les distances entre voisines sont si vastes que les interactions gravitationnelles sont rares. Les fusions se produisent peu fréquemment. Sans les déclencheurs externes qui favorisent l'évolution rapide dans les environnements denses, les galaxies de vide se développent à leur propre rythme, gouvernées presque entièrement par des processus internes, plutôt que par des forces pas environnementales. Le résultat est une population de galaxies qui ressemble fondamentalement différentes de ce qu'on trouve dans les filaments et les amas. Les galaxies de vide tendent à être plus petites et moins massives que leurs homologues dans les régions denses. La plupart sont classifiées comme des systèmes de type tardif, des spirales et des irrégulières, plutôt que les galaxies elliptiques qui dominent les cœurs des amas. Leurs morphologies sont souvent remarquablement peu perturbées, avec des profils de disques lisses et des courbes de rotation régulières qui ne montrent aucun signe du martèlement gravitationnel commun dans les environnements peuplés. Ce sont des spécimens galactiques préservés dans un état quasi vierge. L'une des caractéristiques les plus distinctives des galaxies de vide est leur contenu en gaz. Dans les régions denses, plusieurs processus conspirent pour enlever le gaz des galaxies. L'arrachage par pression dynamique se produit quand une galaxie se déplace à grande vitesse à travers un gaz intra-amas chaud, ce qui pousse l'hydrogène froid hors de la galaxie, comme le vent arrache les feuilles d'un arbre dans une tempête. Les interactions de marée lors de rencontres gravitationnelles proches tirent le gaz dans de longues traînes. L'affamement, un processus plus subtil, se produit quand le halo de gaz chaud entourant une galaxie est retiré par l'environnement de l'amas, coupant l'approvisionnement en gaz froid frais qui autrement se serait refroidi et tombé sur le disque de la galaxie pour alimenter la future formation d'étoiles. À l'intérieur des vides, aucun de ces mécanismes n'opère efficacement. Les galaxies de vide conservent leur gaz. Elles détiennent d'énormes réservoirs d'hydrogène neutre qui n'ont jamais été comprimés en étoiles, jamais arrachés par des interactions. Beaucoup de galaxies de vide comptent parmi les systèmes les plus riches en gaz connus, contenant proportionnellement plus de carburant brut pour la formation d'étoiles que les galaxies comparables dans les environnements denses. Cette richesse en gaz crée un paradoxe. Les galaxies de vide ont plus de carburant pour la formation d'étoiles, mais leurs taux globaux de formation d'étoiles tendent à être plus faibles. L'explication réside dans les conditions nécessaires pour déclencher la formation d'étoiles. Le gaz ne s'effondre pas spontanément en étoiles. Il a besoin d'une impulsion, un événement de compression qui augmente la densité locale au-dessus du seuil pour l'effondrement gravitationnel. Dans les environnements denses, ces impulsions viennent des interactions de galaxies, des fusions, des ondes de choc des supernovae voisines. Dans les vides, ces déclencheurs sont largement absents. Le gaz reste dans des réservoirs étendus, stables et non perturbés. Cependant, quand la formation d'étoiles s'embrase dans les galaxies de vide, elle peut être intense. Parce que les réservoirs de gaz sont si grands, tout événement qui parvient à comprimer une portion significative du gaz peut produire un flambeau, une courte période de formation d'étoiles extrêmement rapide. La composition chimique des galaxies de vide fournit encore une autre fenêtre sur leur évolution isolée et paisible. Les étoiles créent des éléments lourds par la fusion nucléaire et les distribuent dans le gaz environnant quand elles meurent. Sur des générations successives, le gaz d'une galaxie s'enrichit progressivement en éléments plus lourds, un processus appelé évolution chimique. Les galaxies de vide avec leur taux de formation d'étoiles plus lent ont produit moins de générations d'étoiles et présentent, par conséquent, des métallicités plus faibles, ce qui signifie que leur gaz contient moins d'éléments plus lourds que l'hélium par rapport aux galaxies dans les régions denses. L'étude des galaxies de vide a transformé ces régions sous-denses de zones astronomiques arriérées en précieux laboratoires scientifiques. En comparant comment les galaxies évoluent dans les vides par rapport aux environnements denses, les scientifiques peuvent séparer les effets de la nature de la culture dans l'évolution des galaxies. Quelles propriétés d'une galaxie sont déterminées par sa physique interne et lesquelles sont imposées par l'environnement externe? Les galaxies de vide fournissent le groupe de contrôle, le cas de référence d'une galaxie se développant en quasi-total isolement.
Ce rôle de laboratoire s'étend au-delà des galaxies individuelles jusqu'à la physique fondamentale de l'univers. Les vides cosmiques sont les seules régions où l'énergie noire domine complètement. Dans les amas de galaxies, la gravité est assez forte pour maintenir les structures ensemble contre la poussée vers l'extérieur de l'expansion cosmique. À l'intérieur des vides, où la matière est clairsemée et les forces gravitationnelles sont faibles, l'énergie noire contrôle la dynamique presque sans opposition. Cela fait des vides des terrains d'expérimentation naturelle pour mesurer les propriétés de l'énergie noire. L'énergie noire reste l'un des mystères les plus profonds de la physique. Découverte en 1998 grâce à des observations de supernovae lointaines de type 1A, elle constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Elle se comporte à l'opposé de la matière et de la gravité, poussant l'espace à part plutôt qu'à le tirer ensemble, accélérant l'expansion cosmique plutôt qu'en la décélérant. Mais sa nature fondamentale reste inconnue. La forme des vides porte un pouvoir diagnostique particulier. Si l'énergie noire est vraiment uniforme, identique partout dans l'espace et le temps, alors les vides devraient se dilater également dans toutes les directions, restant à peu près sphériques en grandissant. Mais si l'énergie noire a des variations spatiales, les vides pourraient se dilater de façon asymétrique, devenant allongés ou distordus de façon qui trahissent la physique sous-jacente. Les missions futures, comme le télescope spatial Euclide de l'Agence spatiale européenne, cartographieront des milliers de vides à différentes distances, chacun fournissant une mesure indépendante de l'influence de l'énergie noire. Le vide KBC, étant le plus grand et le plus proche supervide, offre le laboratoire le plus détaillé disponible. Sa proximité permet des mesures à un niveau de précision impossible pour les vides distants. La rareté statistique du vide KBC ajoute une autre couche d'inquiétude, quand les chercheurs génèrent des milliers d'univers simulés et cherchent dans chacun des vides correspondant aux dimensions et au déficit de densité du vide KBC, ils en trouvent très peu. Certaines analyses ont estimé qu'une structure aussi extrême représente un écart de plusieurs sigma par rapport à la distribution de densité attendue, ce qui signifie qu'elle se situe loin à l'extrémité de la courbe de probabilité. Cela soulève une question inconfortable. Occupons-nous une région inhabituellement atypique du cosmos? Avons-nous été extraordinairement malchanceux dans la loterie cosmique de la localisation? Ou les modèles théoriques, qui définissent ce qui compte comme typique, sont-ils eux-mêmes incomplets ou défectueux de façon que nous n'avons pas encore reconnue? Cette question se connecte directement au principe cosmologique. L'hypothèse fondatrice que l'univers est homogène et isotrope à des échelles suffisamment grandes. Le principe cosmologique n'est pas un détail technique mineur. C'est la roche sur laquelle presque toute la cosmologie moderne est construite. Un vide de 2 milliards d'années-lumière avec un déficit de densité de 20% est une inhomogénéité significative. Il occupe une fraction substantielle de l'univers observable proche, et notre position près de son centre signifie que notre vue du cosmos dans chaque direction est filtrée à travers cette sous-densité. Si le principe cosmologique tient, notre emplacement ne devrait pas avoir d'importance pour les mesures à grande échelle que nous faisons. L'univers devrait produire le même taux d'expansion, la même densité de matière, les mêmes paramètres fondamentaux, qu'ils soient mesurés de l'intérieur du vide ou de l'extérieur. Mais l'influence gravitationnelle du vide crée des conditions locales qui diffèrent mesurément de la moyenne cosmique, ce qui introduit la possibilité troublante que nos mesures reflètent non pas des propriétés universelles, mais des propriétés locales, distordues par la vacuité particulière qui nous entoure. Le vide ne se contente pas de nous entourer passivement. Il façonne activement ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, filtré à travers 2 milliards d'années-lumière d'espace sous-dense, peut ne pas être toute la vérité sur le cosmos. Pour comprendre comment se forme un vide aussi vaste, on doit remonter aux tout premiers instants de l'univers. Dans la première fraction de seconde après le Big Bang, le cosmos a subi une période d'expansion explosive appelée l'inflation. Durant cette époque, qui a duré un intervalle presque inconcevablement bref,
l'univers observable s'est dilaté d'un facteur d'au moins 10 exposant 26. L'espace s'est gonflé si rapidement que des régions qui avaient été en contact direct, assez proches pour échanger de l'énergie et de l'information, ont été projetées à des distances qu'il faudrait des milliards d'années à la lumière pour franchir. L'inflation a fait quelque chose d'autre, quelque chose qui allait résonner à travers toute l'histoire future du cosmos. Elle a pris des fluctuations quantiques et les a étirées jusqu'à des échelles macroscopiques. La mécanique quantique dicte que le vide de l'espace n'est pas vraiment vide. Même dans un vide parfait, sans particules ni rayonnement, à la plus petite échelle concevable, l'énergie fluctue. Des particules virtuelles clignent en et hors de l'existence par paires. Ces fluctuations sont fantastiquement petites, opérant à des échelles des milliers de milliards de fois plus petites qu'un noyau atomique. Dans des circonstances normales, elles se moyennent à zéro. Ce sont les parasites de fond de la réalité, toujours présents, mais jamais conséquents pour rien de plus grand qu'une particule subatomique. L'inflation a changé cela de la façon la plus spectaculaire imaginable. Durant ces premières fractions de seconde, l'expansion exponentielle de l'espace a saisi ces fluctuations quantiques et les a étirées sur des distances qui allaient finalement couvrir des millions et des milliards d'années-lumière. Une fluctuation qui avait commencé plus petite qu'un proton a été gonflée à une taille plus grande qu'un futur amas de galaxies. Une fluctuation représentant un minuscule excès d'énergie est devenue une graine qui allait croître sur des milliards d'années en un filament contenant des millions de galaxies. Une fluctuation représentant un minuscule déficit est devenue une graine qui allait croître en un vide s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. L'étirement était si complet et si rapide que quand l'inflation s'est terminée, les fluctuations étaient gelées en place, imprimées dans le tissu de l'espace comme variation permanente de densité d'énergie. Les différences étaient extraordinairement petites, d'environ une partie sur 100 000 par rapport à la moyenne. Tellement petites qu'elles seraient invisibles à toute mesure concevable pendant des centaines de millions d'années. Mais elles étaient réelles. Elles étaient permanentes. Et la gravité, la force la plus patiente de la nature, allait passer les 14 milliards d'années suivantes à les amplifier dans les plus grandes structures que le cosmos ait jamais produites. Dans les régions qui ont commencé avec une densité légèrement supérieure à la moyenne cosmique, la gravité a obtenu un avantage précoce. Un peu plus de matière signifiait un peu plus d'attraction gravitationnelle, ce qui attirait un peu plus de matière des alentours, ce qui augmentait encore l'attraction gravitationnelle. Cette boucle de rétroaction opérait avec une patience extraordinaire. Les premières étoiles sont nées. Sur des milliards d'années, les étoiles ont vécu et sont mortes, et ont enrichi leur environnement en éléments plus lourds. Les galaxies se sont assemblées. Dans les régions qui ont commencé avec une densité légèrement inférieure, l'opposé s'est déroulé avec une égale patience et une égale inévitabilité. Un peu moins de matière signifiait un peu moins d'attraction gravitationnelle. Les régions voisines, plus denses, ont volé ce qui restait de matière, l'attirant vers l'extérieur le long des gradients du champ gravitationnel. Ces graines sous-denses se sont élargies et ont grossi à mesure que leur environnement devenait plus dense, devenant plus creuse et plus large au fur et à mesure que la matière s'en écoulait sur des centaines de millions puis des milliards d'années, et à mesure que l'énergie noire devenait progressivement dominante au cours des derniers milliards d'années, dépassant l'influence gravitationnelle déclinante de la matière appauvrie à l'intérieur, l'expansion de ces vides s'est accélérée. Les régions les plus vides de l'univers sont devenues encore plus vides, s'élargissant vers l'extérieur contre les parois toujours plus minces de la toile cosmique, avec un élan qui ne sera jamais inversé. Les graines du vide KBC ont été plantées avant que la matière n'existe, avant que les atomes ne se forment, avant que les 4 forces fondamentales ne se soient complètement séparées de l'état unifié du cosmos le plus précoce. Le plus grand vide jamais trouvé a commencé comme un murmure de probabilité quantique dans le premier trillionième de trillionième de trillionième de seconde. Cette connexion entre l'infinitésimal et le colossal
est l'un des faits les plus remarquables de toute la science. La toile cosmique n'est pas le produit d'un quelconque grand principe structurel ou d'une intelligence organisatrice. C'est le résidu amplifié de l'aléatoire quantique, un monument au hasard construit par la gravité sur le temps cosmique. Les vides existent parce que certains coins de la mousse quantique ont fluctué vers le bas plutôt que vers le haut durant une époque si brève qu'aucun processus physique n'aurait pu contrôler ou diriger le résultat. Chaque étoile dans le ciel nocturne, chaque planète en orbite autour de ces étoiles, chaque atome dans chaque être vivant qui a jamais existé sur n'importe quel monde doit son emplacement dans le cosmos à un événement aléatoire qui s'est produit, avant que l'univers n'ait eu le temps d'avoir des propriétés que nous reconnaîtrions comme physiques. Mais l'histoire des vides cosmiques ne se termine pas avec leurs origines. Elle continue dans un futur qui s'étend bien au-delà de l'époque actuelle. Et ce futur appartient presque entièrement au vide. L'énergie noire accélère l'expansion de l'univers. C'est l'un des résultats les plus solidement établis et les plus profondément mystérieux de la cosmologie moderne. Ces effets sont indéniables et ils reconfigurent le cosmos aux plus grandes échelles. L'accélération est douce pour l'instant, à peine perceptible sur l'envergure d'une vie humaine. L'espace se dilate plus vite avec chaque seconde qui passe. Mais le taux d'augmentation est suffisamment lent pour que les structures gravitationnellement liées, les galaxies, les groupes de galaxies et certains amas fortement liés, puissent encore se maintenir ensemble contre la poussée vers l'extérieur. Le groupe local, notre modeste collection d'environ 80 galaxies, restera probablement gravitationnellement intact comme une seule structure cohérente pour le futur cosmique prévisible. Mais au-delà de ces îles gravitationnelles, au-delà des frontières où la gravité contraignante cède à l'expansion cosmique, l'énergie noire gagne. Et elle gagne le plus vite à l'intérieur des vides. Là où la gravité est la plus faible, là où la matière est la plus rare, l'énergie noire ne rencontre aucune opposition significative. Les vides ne se dilatent pas seulement. Ils accélèrent leur expansion, grandissant plus vite avec chaque époque qui passe. Sur des échelles de temps de dizaines de milliards d'années, ce processus démantèlera la toile elle-même. Les filaments s'amincissent jusqu'à ne plus pouvoir soutenir le flux de matière entre les amas. Les groupes de galaxies qui ne sont pas gravitationnellement liés vont dériver vers d'autres destinations. Les parois de galaxies vont s'étirer et se disperser à mesure que les vides de chaque côté grossissent et les poussent vers d'autres endroits. Les galaxies individuelles à la périphérie des groupes vont se trouver abandonnées, leurs voisines s'éloignant à des vitesses toujours croissantes jusqu'à ce qu'elles glissent au-delà de la portée gravitationnelle qui les retenait autrefois ensemble. La toile cosmique, qui aujourd'hui est la plus grande structure cohérente dans la nature, un réseau de connexions gravitationnelles s'étendant à travers tout l'univers observable, va progressivement se défaire. Ses fils vont craquer l'un après l'autre. Ses nœuds vont s'isoler. Le tissu conjonctif qui relie des parties distantes du cosmos en un seul système gravitationnel se dissoudra, remplacé par des étendues de vide toujours plus larges qu'aucun signal, aucune particule, aucune force ne peut combler. L'échelle de temps pour cette dissolution est longue mais finie. Dans environ 100 milliards d'années, un intervalle d'environ 7 fois l'âge actuel de l'univers, la toile cosmique aura largement disparu. Ce qui restera sera un éparpillement d'amas de galaxies isolées. Chacun une île gravitationnellement liée, entourée d'une étendue de vide en expansion effectivement infinie. Ces amas contiendront encore des galaxies. Des étoiles brûleront encore à l'intérieur, bien que les populations stellaires soient alors dominées par de faibles naines rouges à longue durée de vie, brûlant lentement leur carburant en hydrogène. Chacune capable de briller pendant des billions d'années. Mais la nouvelle formation d'étoiles aura largement cessé car le gaz disponible aura été consommé ou expulsé. Au-delà des bords de ces galaxies insulaires, les vides s'étendront sans interruption dans chaque direction. L'espace entre les amas isolés se dilatera si rapidement que la lumière émise par un amas n'atteindra jamais un autre. Les photons qui se lancent dans le voyage
se trouveront à courir contre une expansion qui les dépasse. Chaque galaxie insulaire occupera son propre univers observable, une bulle de visibilité rétrécissante dans un vide sans cesse en expansion. Sur des billions d'années, le fond diffus cosmologique se décalera vers le rouge au-delà de toute détection, ces photons étirés à des longueurs d'onde plus longues que l'univers observable lui-même. La preuve qu'un Big Bang s'est jamais produit s'estompera. Les autres amas de galaxies, ceux qui partageaient autrefois la toile cosmique, auront disparu au-delà de l'horizon un par un, emportés dans un silence par l'expansion implacable du vide. Du point de vue de tout astronome vivant sur une planète en orbite autour d'une faible naine rouge dans l'une de ces galaxies insulaires, l'univers semblera ne contenir que leur propre galaxie. Chaque autre structure aura reculé au-delà de l'horizon cosmique, emportée par l'expansion incessante du vide dans une obscurité qui est à la fois totale et permanente. Un tel astronome examinant le ciel avec les instruments que leur civilisation a construits ne trouverait aucune preuve que la toile cosmique ait jamais existé. Pas de filaments, pas de superamas, pas de rayonnement de fond évoquant un début chaud et dense. Il observerait une seule galaxie vieillissante, flottant dans un vide en apparence infini, statique et absolument vide. Et il n'aurait aucune raison de soupçonner que l'univers ait jamais été autrement. C'est l'état final vers lequel le cosmos évolue. Pas un effondrement dramatique en une singularité. Pas un déchirement violent des atomes et des particules dans quelques déchirures catastrophiques. Pas une renaissance cyclique qui offre l'espoir d'un renouveau. Une lente, silencieuse, inexorable expansion du vide. Les vides ne persisteront pas simplement comme des caractéristiques du paysage cosmique. Ils consumeront tout ce qu'ils ne contiennent pas déjà. L'univers ne se terminera pas avec un fracas. Il se terminera avec un silence si complet qu'il ne restera rien de capable de remarquer qu'il est tombé dans le silence. Il y a un type particulier d'inquiétude qui accompagne cette image. Ce n'est pas exactement la peur. La peur nécessite une menace immédiate, et l'expansion des vides cosmiques ne menace rien sur aucune échelle de temps humaine. Le Soleil épuisera son carburant en hydrogène et gonflera en une géante rouge des milliards d'années avant que la toile cosmique ne se déroule. L'inquiétude vient de quelque chose d'entièrement différent. Elle vient de la reconnaissance que l'univers que nous voyons autour de nous, celui rempli de galaxies et de nébuleuses brillantes et de la lumière chaude et régulière de centaines de milliards d'étoiles, n'est pas ce que l'univers est, fondamentalement. C'est un arrangement temporaire, une configuration passagère de matière qui existe pendant la brève époque cosmique, où la toile est encore intacte et où les vides n'ont pas encore achevé leur patient travail implacable. Nous vivons pendant la période la plus structurée de l'univers. La toile cosmique est à son maximum ou près de sa complexité maximale maintenant, dans cette époque. Dans cet instant, durant cette étroite fenêtre de temps cosmique, les filaments sont aussi denses qu'ils ne l'ont jamais été. Les amas sont aussi riches qu'ils ne le seront jamais. Les vides sont encore délimités par des parois de matière qui n'ont pas encore été consumées. Le contraste entre les régions sous-denses et les régions de matière est aussi net qu'il l'ait jamais été, et aussi net qu'il le sera jamais dans le futur. À partir de ce moment, mesuré à l'échelle de milliards et de billions d'années, la tendance s'inverse. Les vides vont grandir. La toile va s'amincir. Le contraste va s'adoucir et se brouiller au fur et à mesure que la matière se répand sur des volumes d'espace en expansion toujours plus grands. Des structures qui ont pris des milliards d'années à se construire seront effacées par une expansion qui ne s'arrête jamais et ne ralentit jamais. Ce que nous observons ce soir, quand nous pointons nos télescopes vers le ciel et capturons des images d'amas de galaxies et de nébuleuses, de formations d'étoiles et de la dentelle complexe de la toile cosmique, c'est l'univers à son apogée architecturale. Nous témoignons du cosmos au moment de sa plus grande élaboration. Il ne ressemblera plus jamais à ça. Tout ce qui suit, mesuré sur le temps cosmique, est simplification, dilution, dissolution.
L'avenir de l'univers contient plus d'obscurité, plus de vacuité, plus de vide. Le vide KBC, le plus grand vide jamais confirmé, la structure qui contient notre galaxie et notre superamas et tout ce que nous avons jamais observé à l'œil nu n'est pas une anomalie. C'est un avant-goût. Il nous montre à quoi ressemble déjà la majeure partie de l'univers et à quoi l'ensemble de l'univers deviendra éventuellement. 2 milliards d'années-lumière de sous-densité contenant des structures qui sont réelles mais insuffisantes, abritant des galaxies qui existent mais pas assez, s'étendant dans chaque direction autour de nous si loin que nous ne pouvons pas voir les bords de l'intérieur. Ce n'est pas un coin particulier du cosmos, c'est le cosmos. La majeure partie de celui-ci ressemble déjà à ça en ce moment. Et la fraction qui ne le fait pas, les filaments brillants et les amas peuplés, rétrécit. Ce qui rend cela terrifiant, si ce mot s'applique encore après tout ce parcours scientifique minutieux, c'est l'intégralité de l'inversion qu'il exige. Chaque instinct nous dit que l'univers est fait de choses. Des étoiles, des galaxies, des planètes, de la matière, de l'énergie, de la structure. Nous nommons les objets. Nous cataloguons les structures. Nous cartographions les concentrations. Nous construisons notre compréhension du cosmos autour des choses que nous pouvons voir et mesurer. Mais les choses que nous voyons occupent une infime portion du volume total. L'écrasante majorité de l'univers ne contient presque rien. Et ce presque rien n'est pas un échec du cosmos à se remplir. C'est le cosmos qui exprime son caractère fondamental. Les vides ne sont pas des trous dans l'univers. L'univers, ce sont les vides. Les galaxies sont des trous dans le vide, de brèves interruptions dans une obscurité qui s'étend dans chaque direction sur des distances que l'esprit humain ne peut pas comprendre de façon significative. Chaque structure brillante dans le cosmos, chaque filament parsemé de galaxies, chaque superamas contenant des centaines de milliers de mondes où des êtres pourraient un jour lever les yeux vers le ciel et se demander ce qui se trouve au-delà, existe, comme une étroite interruption dans un vide qui s'étend sur des milliards d'années-lumière. Les interruptions sont belles, elles sont complexes, elles sont, autant que nous le sachions, les seuls endroits dans l'univers où les atomes se sont arrangés en configuration capable de se demander de quoi est fait l'univers. Mais elles ne sont pas ce dont est fait l'univers. Ce sont les rares exceptions temporaires et lumineuses à une règle écrite dans l'obscurité, le silence et l'absence. Le plus grand vide jamais trouvé est terrifiant, non pas à cause de ce qui se cache à l'intérieur. Rien ne se cache à l'intérieur. C'est précisément le but. Il est terrifiant parce qu'il est typique. Parce que le cosmos, quand vous reculez suffisamment pour le voir en entier, n'est pas une cathédrale de lumière. C'est une architecture d'absence, construite à partir du bruit quantique et façonnée par la gravité et l'énergie noire, en une structure dominée à chaque échelle par les régions où la matière a choisi de ne pas se rassembler. Les galaxies que nous célébrons sont les erreurs d'arrondi. Les vides sont la somme. Et la somme, s'étendant à travers 90% de tout l'espace qui existe, s'élargissant plus vite avec chaque milliard d'années qui passent, consumant les filaments et les parois et les amas qui restent, c'est vers quoi l'univers s'est construit depuis la première fraction de la première seconde. Pas plus de structure, pas plus de complexité, pas des arrangements plus riches et plus complexes de matière et d'énergie, plus de rien. C'est le projet. Ça a toujours été le projet. Et l'univers a presque terminé.